Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 27 avril 2025. On va commencer en disant à tout le monde de se mobiliser pour aller voter, pour essayer de battre Mark Carney, que vous votiez parti de Maxime Bernier ou pour les conservateurs de Pierre Poilievre. C'est important de sortir. Même bloc, c'est important de sortir et ne pas donner aux libéraux un quatrième mandat. Ça serait essentiellement la fin du Canada. Il y en a qui le souhaitent parce que on pourrait devenir le 50, dans ce cas-là, avec Carney, on pourrait devenir le 51e État américain parce qu'il n'y aura pas de quartier à partir de ce moment-là. Mais c'est ça, donc un appel au vote. Je pense que c'était de bonne loi de le faire. On vous rappelle aussi qu'on est en campagne de financement. C'est la dernière semaine de notre campagne de financement 2025. On termine l'année financière à Radio-Québec le 30 avril 2025 et on sollicite votre appui. On voit souvent les mêmes noms qui reviennent dans les dons, les interacs, etc. Et donc, ça fait, des fois, c'est le fun d'avoir un roulement et puis aussi faire une vérification, notamment sur vos cartes, si jamais elles sont expirées, etc. On ne peut pas le faire de notre côté. Voilà. Donc, c'est ça, il y a des changements incroyables aujourd'hui. Ces temps-ci, c'est comme un changement n'arrête pas l'autre. Après le départ de Justin Trudeau, le départ forcé de Justin Trudeau, vous comprenez que quand Trump a été élu, il a commencé à parler de tarifs. Justin Trudeau s'est pointé à Mar-a-Lago et quelques semaines après, Chrystia Freeland a essentiellement démissionné de son poste. Trudeau aussi a annoncé qu'il ne resterait pas, etc. Donc, Trump arrive et les choses, les mondialistes dégagent. Et je pense que ce n'est pas différent non plus avec le pape François ici. Je pense qu'il y a des coïncidences incroyables. Évidemment, on ne pourra jamais le prouver à 100%, mais il y a des coïncidences incroyables avec tout ça. De toute façon, et là, je veux dire, il y a plusieurs possibilités d'interprétation ici, c'est-à-dire, premièrement, je pense comment je pourrais dire? En début de Web Journal, je ne sais pas ce que je veux dire, ça fait bizarre. Mais je ne pense pas que ce soit une mise à mort du pape. Cependant, je pense qu'il y a deux possibilités ici. On a dit, et c'est pas nécessairement... là, encore une fois, je suis en train de me précipiter puis d'aller trop vite. Il y a eu cette visite de J.D. Vance lors de Pâques au pape, et le pape semblait en forme, et 24 heures plus tard, il est décédé. Et donc, il a commencé à avoir beaucoup de mimes sur Internet et de dérision et d'images à l'effet que J.D. Vance était comme le fossoyeur du pape, parce qu'il semblait en forme lorsqu'il parlait à J.D. Vance, et 24 heures plus tard, il était décédé. Et donc, est-ce qu'il a été mis à mort par J.D. Vance? La réponse, c'est probablement pas. Est-ce que les autorités, ça c'est ma version, est-ce que les autorités américaines sont allées à l'encontre, ont rencontré l'Église profonde, l'État profond du Vatican, et les ont placés devant un dilemme des faits accomplis, etc. Ils ont choisi finalement une des options qui était de retirer le pape François, c'est-à-dire le retirer. De quelle façon il peut décider de prendre la pilule et partir effectivement. Ou il peut, parce que son état de santé, de toute façon, il était malade, et son état de santé, ou ils peuvent aussi avoir, mais là, c'est encore plus conspirationniste, mais annoncer sa mort alors qu'il était ailleurs, et même si ce qu'il y a dans le cercueil, c'est pas nécessairement sa dépouille. On a déjà vu toutes sortes de ce genre de poupées dans les musées de cire, etc. Mais moi, je suis pas là, je suis plus sur le fait qu'il était effectivement décédé, mais qu'il a été placé, le Vatican, l'État profond, l'Église profonde a été placée devant un choix, devant un mur, et ont choisi la sortie comme ça. Et donc, certaines personnes disent que le pape était déjà mort, mais le pape n'était pas déjà mort. On l'a vu clairement dans sa rencontre avec J.D. Vance, c'est-à-dire que le pape interagissait, parlait avec J.D. Vance, et tout d'un coup, il est décédé 24 heures plus tard. Et là, c'est ce qui me fait évidemment arriver à ces conclusions-là, c'est que le pourcentage que moins de 24 heures après sa rencontre avec J.D. Vance, il décède d'une crise cardiaque est absolument
les chances que ce soit un événement naturel sont beaucoup plus faibles que celles qui veulent que ce soit un événement orchestré. OK? Pour beaucoup de raisons. On va voir ça dans ce web journal-ci, mais je vous montre le pape interagir avec J.D. Vance. These are for your children. Okay, thank you. Pray for you every day. God bless you. So good to see you. Good morning. How are you? Find yourself. Good. Yeah, thank you. Not been feeling great, but it's good to see you in better health. Donc, J.D. Vance qui lui dit qu'il est content de le voir en meilleure santé, le pape qui semblait prendre du mieux, etc. Et en tout et pour tout, la visite de J.D. Vance au Vatican n'aura duré finalement que 17 minutes, nous annonce le Daily Mail. Au total, le cortège de Vance est resté sur le territoire du Vatican pendant 17 minutes. OK, donc il y a, quelle que soit la façon dont vous expliquez ça, il y a ici, c'est ça, des matières à réflexion et je ne pense pas que ce soit un événement naturel. On nous dit le décès du pape suite à un accident vasculaire cérébral et un collapsus cardiovasculaire irréversible. Et là, tout le monde se pose la question, comment expliquer la soudaineté du décès du pape François jointe aux 17 minutes de J.D. Vance sur le territoire du Vatican? Les gens font des blagues comme ça avec J.D. Vance en fossoyeur, et le Dalai Lama qui annule discrètement sa réunion privée avec J.D. Vance, nous dit le site satirique Babylon Bee, parce que ça semble être une coïncidence trop grosse pour être un événement naturel. Et c'est ça, jointe aux 17 minutes sur le territoire du Vatican, nous laisse présager qu'il y a de la politique derrière ça et que ce n'est pas nécessairement un événement naturel. Maintenant, on va faire l'analyse de ces événements avec ce qu'on fait traditionnellement à Radio-Québec, c'est-à-dire vision synoptique plus timing plus cui bono. Le timing, évidemment, est extrêmement favorable à l'administration Trump. Trump qui est en train de mettre en branle une révolution mondiale. Il change complètement les valeurs. L'objectif, c'est pas juste de changer les politiques, mais c'est de changer les valeurs. Hein? Quand on combat le wokisme, c'était un pape woke qui défendait les changements climatiques, qui était très, très, très à gauche sur un ensemble de sujets. Je ne me prononcerai pas là-dessus, je ne suis pas nécessairement compétent, mais qui était très, très, très à gauche et qui ne résistait pas à toutes les offensives mondialistes au minimum. Il était pour l'immigration de masse, etc., etc. Et il contribuait énormément à ce que l'archevêque Vidano a appelé la transformation de l'Église en une OSBL maçonnique. Une OSBL, l'Organisation sans but lucratif maçonnique. Et je vous montre donc les propos de l'archevêque Vigano. The Fourth Revolution, terrorized by Klaus Schwab and the family of international finance, find in Bergoglio not a neutral spectator. Donc, il parle justement du pape François, mais il ne l'appelle pas le pape François, il l'appelle Bergoglio. Hein, il ne l'appelle pas le pape, il l'appelle Bergoglio comme s'il n'était pas pape. Et là, il dit les objectifs du Forum économique mondial, de la 4e révolution industrielle, trouvaient chez Bergoglio non pas un spectateur passif, mais un participant, un allié à tous leurs objectifs mondialistes de révolution, 4e révolution industrielle, etc. Which would itself already be an unheard of thing. But actually, a zealous cooperator who abuses his own moral authority in order to support a destra outside the church, the project of the dissolution of traditional society. While ad intra within the church, he pursues the project of the demolition of the church in order to replace her with a philanthropic organization of Masonic inspiration. Donc, il participait activement à l'extérieur de l'Église à la destruction de la société traditionnelle et à l'intérieur de l'Église à la transformation de l'Église en une alignée sur les principes d'une OSBL maçonnique, etc., etc. Donc, des mots très durs de la part de Bergoglio, de l'archevêque Vigano.
Et donc, c'est ça. Donc, je disais, je suis nerveux parce que c'est un sujet compliqué, là. Et donc, Trump qui est en train d'effectuer une révolution mondiale qui s'attaque au wokisme, au changement climatique, à l'immigration de masse, qui étaient les 3 points mondialistes, comment je pourrais dire, les piliers du mondialisme, comme on a défini dans Radio-Québec, le pape qui était le défenseur de ces 3 piliers du mondialisme-là et qui s'était opposé viscéralement à Donald Trump lors de son premier mandat en 2016, notamment le pape qui s'était rendu à New York et qui avait fait des discours devant le Congrès américain pour plomber la campagne, en pleine campagne présidentielle. Le pape a été faire un discours devant le Congrès qui attaquait directement Donald Trump. Donc là, je vous donne un peu le contexte, là, parce que là, on parle de révolution des valeurs. Trump qui est dans son 2e mandat puis qui est en train d'opérer une révolution des valeurs qui attaque exactement ce que le pape défend, c'est-à-dire le mondialisme. Le pape qui défendait le mondialisme, Trump attaque le mondialisme et le pape donnait au mondialisme sa caution morale. Comprenez? Alors que... Et là, quand Trump revient, il a besoin d'avoir une caution morale dans le sens inverse. Et c'est pour ça que le changement de pape est important. Et quand on dit cui bono, c'est que ça bénéficie le changement de pape vers un pape plus traditionnel, comme le souhaite Mike Flynn. Il a tweeté ça récemment, je vous montrerai ça plus tard. Un pape plus aligné sur les valeurs traditionnelles donnerait la caution morale aux actions du président Trump. Et c'est pour ça que la mort de Bergoglio, comme l'appelle Vigano, là, est importante parce que c'est un changement de civilisation, en fait. On est en train pour sortir complètement du wokisme, de l'immigrationnisme et de l'escrologie, comme on appelle en Europe, là, eh bien, la secte de la mort verte, là, et les trucs LGBTQ et tout, on doit obtenir une caution morale. L'Église est importante là-dedans et tout ça. Donc, ici, vous avez, donc c'est ça, en 2016, 2015, 2016, The Pope versus The Donald, le pape versus Donald Trump. Le pape Francis suggère que Trump n'est pas chrétien. Imaginez comment ça chauffait en 2016 entre ce pape et Donald Trump. Le pape Francis qui suggère que Trump n'est pas chrétien. Et il a été faire des discours devant le Congrès qui attaquaient directement les politiques du candidat Trump. Septembre 2015, lorsque le pape François s'est exprimé devant le Congrès en septembre, plaidant pour l'accueil des migrants, cela a été perçu comme une réprimande envers ceux qui prônaient des positions anti-immigrationnistes, dont Trump. Février 2016, en pleine campagne, Trump a de nouveau déclaré que le pape agissait à des fins politiques, mais cette fois-ci, il ne semblait pas du tout convaincu. Je pense que le pape est une personne très politique. Je pense qu'il ne comprend pas les problèmes de notre pays, dit Trump. Je ne pense pas qu'il comprenne le danger que représente l'ouverture de notre frontière avec le Mexique. Le pape qui prônait pour l'ouverture des frontières, imaginez ça. Le climat, etc., une semaine plus tard, le pape a laissé entendre que Trump n'était pas chrétien, etc., etc. Celui qui ne pense qu'à construire des murs, dit le pape, où qu'il soit, et non des ponts, n'est pas chrétien. C'était une attaque directement qui était dirigée à l'endroit de Donald Trump directement. Et là, il continue, novembre 2016. Aucune tyrannie ne peut perdurer sans exploiter nos peurs, c'est clair. Donc, Trump était potentiellement un tyran qui exploitait la peur des gens. Toute tyrannie est terroriste. Les citoyens qui ont encore quelques droits sont tentés par la fausse sécurité des murs, physiques ou sociaux, des murs qui enferment les uns et bannissent les autres, etc., etc. Donc, le Trump qui s'était mêlé de la campagne présidentielle de 2016, qui avait mis tout son poids moral contre Donald Trump, avec les catholiques ne votent pas Trump. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Et là, suite à son élection, Trump qui était allé rencontrer le pape, finalement, le pape ne semblait pas tout à fait content. Trump, lui, semblait jubilant. Et le pape qui lui a donné finalement une copie de son encyclique sur les changements climatiques. C'est pas tout à fait ce que Trump espérait, mais bon, pour les caméras. Et donc, c'est ça. Je suis nerveux parce que je parle du christianisme. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, là, mais c'est...
c'est encore une fois une question de sensibilité, là, puis j'ai l'impression que je vais avoir plein de commentaires, mais ce qui est attaqué ici, c'est pas le pape. Et là comme donc, il y a eu cette espèce de implication du pape dans la campagne, le pape qui a planté des couteaux dans le dos de Donald Trump. On sait qu'est-ce qui se passe généralement quand les gens plantent des couteaux dans le dos de Donald Trump, ça prend pas longtemps. Hein. Après un certain temps, Trump prend sa revanche. Et de toute façon, Trump avait besoin d'un changement de pape pour cautionner ses politiques, pour avoir la caution morale de ses politiques et avoir un réel changement de civilisation, pour passer d'un monde woke, immigrationniste, LGBTQiste, climato-foqué, à un monde un peu plus normal, bien, l'Église est déterminante là-dedans. Hein, parce que, si vous vous rappelez, j'ai expliqué à plusieurs reprises les principes d'Andrew Breitbart, celui qui a fondé la chaîne Breitbart News. C'est-à-dire que il faut comprendre que la politique est en aval de la culture. Hein, c'est-à-dire il y a la culture en premier et finalement, les politiques sont en courant descendant, sont en bas du courant de la culture. C'est-à-dire qu'on a besoin avant d'avoir des changements politiques, on a besoin d'avoir des changements culturels pour que les politiques s'appliquent. Et souvent, les politiques sont beaucoup plus faciles à passer quand les changements culturels ont eu lieu. Et donc, tout changement de politique à grande échelle a besoin d'avoir une assise culturelle, une assise même religieuse culturelle. Et c'est ça ici que le changement de ce pape signifie. On remplace un pape qui cautionnait l'ancien monde et on espère aller vers un pape qui va plus traditionnaliste, comme le souhaite Mike Flynn, qui va cautionner les changements que Trump essaie d'apporter. Et ce qui est attaqué ici, encore une fois, si on dit que Trump s'en prend au pape et que Vance, tout ce que j'explique, c'est pas vraiment clair, là, mais en tout cas, j'espère que vous êtes tellement généreux quand vous m'écoutez que vous allez sûrement comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que le passage de Vance signifie ça, la reddition des comptes, et la transformation de l'Église. Et ce qui est attaqué, ce n'est pas nécessairement l'Église elle-même, mais c'est ce que Vigano appelle l'Église profonde. OK? Vous savez, il y a un livre que j'ai lu il y a une couple d'années qui était très intéressant, qui décrivait un peu ce qu'on appelle l'Église profonde. C'est celui-là ici, The Broken Cross de Pierce Compton. On parle justement des manigances en coulisses de l'Église. Hein, de comment on est passé de Jean XXIII qui a créé le conclave Vatican II à Paul VI. Paul VI qui a eu probablement des doubles, des sosies. Hein, il y a eu comme 2 Paul VI. Il montre des images et le nez n'est pas pareil du tout. Et il y a aussi Jean-Paul Ier qui n'a vécu qui n'a passé que 2 mois en tant que pape. Et il y a des histoires d'assassinat derrière ça, potentiels, etc. Et donc, c'est expliqué dans The Broken Cross, l'Église profonde. Et c'est ça, finalement, qui est attaqué. C'est ce qui est attaqué aussi par Q. Q a mentionné l'Église dans plusieurs de ses posts très, très, très rapidement. Comme ça ici, hein, donc le post 299, le 7 décembre 2017. Rothschild, les leaders du culte, l'Église paye le pape ou... Paysers, les banques, les institutions financières, etc. Donc, l'Église qui a été ciblée par Q très, très, très rapidement comme une des pièces maîtresses du nouvel ordre mondial. Et on s'interrogeait d'ailleurs ici si le Vatican n'était pas un sanctuaire pour certains criminels, dans le genre le pouvoir, la puissance, sanctuaire contre les poursuites, les prosécutions, etc., etc. On parlait aussi d'abus sexuels. Les abus sexuels, donc ceux en qui on est censé avoir confiance, finalement, abusent de notre confiance. On nous dit que ça va être biblique, encore une fois, référence au pape, etc. On nous parlait des gardiens du pape ici avec Guardians of the Pope, Personal, avec une chouette. Il y a plusieurs interprétations possibles ici avec la chouette. Donc, mais ceux qui ont suivi les posts de Q savent que le pape a été mentionné très, très, très rapidement, et le Vatican très, très rapidement, comme une source potentielle de la corruption. OK? Et donc, c'est ça ici qui est en train d'être, à mon sens, renversé, expurgé, etc., etc. Donc, les raisons pour lesquelles Trump aurait voulu se débarrasser
du pape François, hein, et pour lesquels on pourrait croire qu'il y a comme anguille sous roche face à ce décès extrêmement surprenant, soudain, comme titre Le Figaro. Donc, c'est un décès instantané. S'il avait été à l'article de la mort 24 heures plus tôt, situation critique, etc., il n'aurait jamais rencontré J.D. Vance. Son état de santé ne l'aurait pas permis. On aurait dit, par exemple, que Vance, s'il avait accepté de rencontrer Vance, Vance se rendait au chevet du pape. Mais là, c'est pas ça du tout. Le pape était tout à fait en forme et semblait se prêter au jeu. Et là, clac, tout d'un coup, 24 heures plus tard, moins de 24 heures plus tard, il décède d'une crise cardiaque. Donc ici, vous voyez, clé stratégique, il est impératif de détruire le wokisme et de rétablir un ordre moral mondial. 3, ça va dans le sens de la révolution trumpienne concernant les piliers du mondialisme. J'ai expliqué ça un petit peu en début de Web Journal. Détruire la structure qui promeut et couvre la pédophilie dans l'Église, un des derniers bastions, parce que le Vatican est un État et donc, par exemple, c'est difficile d'avoir accès à ce qui se passe au Vatican. Parce que quand on veut, par exemple, quand on veut pourrir une institution, on commence par la tête. On a juste besoin de prendre contrôle, par exemple, du commandement d'une institution pour que le reste suive. On n'a pas besoin de corrompre l'ensemble de la société. On a juste besoin de corrompre l'État à sa tête et le reste va suivre. Le poisson pourri par la tête, et c'est la même chose avec l'Église. On a juste besoin de corrompre le haut de la pyramide ou de la structure pour que le reste suive finalement. Et donc, refondation, impossible de remettre une civilisation sur le droit chemin sans un solide socle moral, donc l'Église, etc. Et finalement, ça va dans le schème de la rétribution de Donald Trump, le pape qui s'est mêlé de la campagne, etc., etc. Et donc, il s'est sûrement passé quelque chose. C'est difficile à dire, là. Donc, c'est sûrement passé quelque chose entre... c'est peut-être même pas Vance lui-même c'est peut-être quelqu'un dans l'entourage de Vance qui est allé rencontrer quelqu'un dans l'entourage du pape puis qui lui ont mis les dossiers, tu sais, on va dire, on sait ça, voici vos comptes, voici ce que vous avez fait, on a toutes les informations, maintenant vous avez 24 heures pour agir. Quelque chose comme ça. Comme avec Trudeau qui s'est rendu à Mar-a-Lago et puis comme quelques jours plus tard, qui annonçait qu'il démissionnait, etc. Ça va dans ce sens-là. Je m'explique très mal aujourd'hui, là. Mais je ne sais pas si vous suivez un peu le sens de... Et tout ça est nécessaire pour changer de monde, essentiellement. Hein? Et mettre à la tête de l'Église quelqu'un, comme le souhaite ici Mike Flynn, quelqu'un de beaucoup plus traditionnel. Le conclave à venir doit ramener l'Église catholique à ses racines et l'éloigner de ceux qui soutiennent la révolution mondialiste et transhumaniste en cours. Oui, il s'agit d'une guerre spirituelle aussi profonde pour la foi catholique que pour le monde entier. Les jours à venir seront révélateurs pour les générations futures. Et là, il y a des cardinals comme le cardinal Sarah, qui est papabili, donc qui est éligible à la papauté, qui ferait, selon beaucoup de personnes, un excellent candidat. Je vous montre cardinal Sarah, ici, qui est un pape de Guinée, hein, donc succession du pape, qui est le cardinal Robert Sarah, conservateur rigide, originaire de Guinée. Robert Sarah, le cardinal ultra-conservateur, favori des traditionalistes pour succéder au pape François. Le cardinal Sarah sera-t-il le premier pape d'Afrique subsaharienne? Ça serait super. Le cardinal Sarah met en garde contre les dangers de l'athéisme pratique, même au sein de l'Église. Il dit, au cours des dernières décennies qui ont suivi l'effondrement du rideau de fer, cette même maladie dangereuse s'est répandue en Europe, l'athéisme pratique, là, qui pendant des siècles a façonné et défini non seulement le christianisme, c'est ça, il dit, ou la foi catholique, qui pendant des siècles a façonné et défini non seulement le continent, mais aussi la civilisation occidentale, est mourante ou morte. Plus inquiétant encore pour le cardinal Sarah, cette maladie s'est implantée dans l'Église elle-même, en particulier avec le cardinal, avec le pape François. Combien de fois entendons-nous des théologiens, des prêtres, des religieux et même certains évêques ou conférences épiscopales nous dire que nous devons adapter notre théologie morale à des considérations qui ne sont qu'humaines, a-t-il déclaré. Ça, c'est une sortie contre Vatican II, hein, la fin de la messe en latin et puis l'humanisation beaucoup du catholicisme. C'est trop long, encore une fois, il y a tellement de considérations théologiques, puis je ne suis pas un expert, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais vous voyez, c'est cardinal Sarah
ni traditionnaliste, ni progressiste, plutôt intransigeant. Je ne suis ni traditionnaliste, ni progressiste. J'enseigne ce que les missionnaires m'ont enseigné. Je veux être fidèle, c'est tout, etc., etc. Et là, ici, nous dit la tribune chrétienne, le président Macron veut-il barrer la route de la papauté au cardinal Sarah? Des révélations du cardinal Erdo font état de contact entre le président Macron et plusieurs cardinaux français visant à empêcher l'élection du cardinal Sarah. Oui, avec des positions comme les siennes, ça tournerait mal pour Chibrit, hein? Jean-Michel. Il y aurait peut-être plus de difficultés à passer. Je vous montre en tout cas certaines des interventions intéressantes, notamment sur l'importance de l'hétéronormativité, qui est essentiel. On doit retourner à l'hétéronormativité, des commentaires de la part du cardinal Sarah. Aujourd'hui, et les puissances occidentales promeuvent de faux droits, des droits distordus, pour donner à tous et à tous les citoyens du monde un accès sans entrave et le pouvoir de s'autodéterminer indépendamment de leur identité sexuelle. Ils veulent changer la culture en vue d'établir une société sexuellement indifférenciée. Ils prétendent libérer l'humanité, pour ainsi dire, non seulement de Dieu qui l'a créé, mais aussi de l'homme et de la femme, la libérer du père, de la mère, de l'époux, du mariage et de la famille. Ainsi adviendra une culture nouvelle et mondiale, célébrant au nom de la liberté de l'individu absolutisé, des choix menant à la mort de l'homme et de la femme et à la destruction de notre humanité. Voilà. Donc, moi, j'ai un faible pour ce qu'il dit. Donc, c'est surtout le retour de la famille, le retour. On a besoin de ça en Occident. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Là? On a des sociétés complètement déstructurées et puis ceux qui ont initié cette révolution dans nos cultures occidentales se sont attaqués beaucoup à la famille. Ça a été ils ont compris, l'école de Francfort, que le socle de la civilisation occidentale, c'était la famille. Et ils ont travaillé pour séparer l'homme de la femme, les parents des enfants, etc. Les enfants sous la tutelle de l'État, l'homme et la femme maintenant antagonistes. Les hommes sont des violeurs, les femmes sont des salopes qui ont des comptes OnlyFans, etc., etc. C'est un sujet complet, là, mais... Donc, un retour de l'hétéronormativité. Qu'est-ce que l'hétéronormativité? C'est ici, nous l'explique SOS homophobie. L'hétéronormativité peut se définir comme l'ensemble des normes qui font apparaître l'hétérosexualité comme cohérente, naturelle ou privilégiée, comme elle ne serait pas naturelle, selon eux. C'est-à-dire qu'on regarde l'ensemble de la planète, tu sais, et genre de 95 à 100% du vivant est hétérosexuel, parce que s'il ne l'était pas, il n'existerait pas. Par exemple, tu sais, si les crocodiles n'étaient pas hétérosexuels, il n'y aurait pas de crocodiles. Si en une génération, il n'y aurait plus de crocodiles. Si les crocodiles étaient gays, ben, dans une génération, il n'y aurait plus de crocodiles. Même chose avec les girafes. Si les girafes étaient gays, en une génération, il n'y aurait plus de girafes. Donc, elle est naturelle parce que sans l'hétérosexualité, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de monde. Le mariage des contraires, hein, c'est... Et donc, mais là, on dit ici qu'elle fait... L'hétéronormativité fait apparaître l'hétérosexualité comme naturelle. Elle n'est pas naturelle. Là, imaginez à quel point il faut être dans la révolution des pensées pour penser que l'hétéronormativité n'est pas naturelle. Et donc, encore une fois, l'ensemble des normes qui font apparaître l'hétérosexualité comme cohérente, naturelle et privilégiée. Pourquoi elle est privilégiée? Parce que la totalité des cultures s'il y a une culture, encore je répète, si une culture cesse d'être hétéronormative, elle disparaît. Elle cesse de se reproduire dans le temps. C'est la généalogie, la filiation. Il n'y a plus de filiation, hein, et elle disparaît. Donc, pour être, pour qu'il y ait quelque chose,
on a besoin d'hétéronormativité. Il n'y a aucun... Celui qui a écrit ça, le militant LGBTQ qui a écrit ça, avait des parents hétérosexuels. Puis, s'il n'y avait pas eu de parents hétérosexuels, il n'aurait pas pu écrire ça. Donc, l'hétéronormativité qui est absolument cohérente, naturelle et essentielle, et il faut revenir à ça. Il faut revenir à ça. Et c'est pas ça qu'on enseigne dans nos écoles. Dans nos écoles, on enseigne à nos enfants qu'elle n'est pas normale, que toutes les orientations sexuelles se valent, que c'est la même chose. Maintenant, il faut faire attention, évidemment. Il ne faut pas brimer des droits. On a reconnu des droits, etc. Mais il faut comprendre que ce sont l'homosexualité est une sexualité marginale. Elle est marginale. C'est-à-dire que les gens qui disent que l'hétéronormativité, l'hétérosexualité n'est pas naturelle, nous disent que la biologie n'existe pas, essentiellement, que tout est culturel. C'est le truc de tout est culturel, là, que c'est la culture qui nous impose l'hétéronormativité, etc. Non, dans la nature, c'est comme ça partout, là, et c'est comme si l'humain était détaché de la nature, puis était seulement déterminé par la culture, et or, c'est pas le cas. Okay? On est à l'image de la nature. D'ailleurs, on trouve très, très, très peu d'homosexualité dans les tribus amazoniennes, par exemple. Les gens qui sont très près de la nature, là, on trouve très, très peu d'homosexualité. C'est dans les cultures genre, qui sont complètement détachées de la nature, des cultures virtuelles, comme en Occident, qu'on trouve le plus de ça, d'homosexualité. Mais plus on se rapproche de la nature, comme les Maoris là, dans le Pacifique, là, il n'y a pas beaucoup d'homosexualité. Et puis, voilà. Donc, et donc, ça nous prend quelqu'un pour ramener les choses. Ça nous prend, en plus d'une volonté politique, ça nous prend une caution morale. Pour transformer la civilisation. Et c'est pour ça que quand on regarde, c'est ça, du côté vision synoptique, c'est essentiel d'avoir une révolution religio-culturelle au sujet des valeurs. Le timing, c'est alors que Trump revient au pouvoir et que Trudeau part, etc., puis qu'il y a un roulement dans les personnes autour de lui. Rappelez-vous, quand il était arrivé au pouvoir en 2017, le chef du GCHQ britannique, les renseignements digitaux britanniques, Robert Hannigan, avait démissionné parce qu'ils avaient participé à l'opération de Crossfire Hurricane visant à le destituer. Et donc, quand Trump arrive, il y a comme un roulement naturel et ça va avec le pape aussi. Et donc, cui bono, la disparition du pape, de ce pape mondialiste, bénéficie surtout aux patriotes, etc. OK? J'avais d'autres choses. J'avais comme en tout cas, on va laisser ça là. Il y a des planches que je vais laisser faire, là. Donc, ce qui est attaqué surtout, c'est l'Église profonde, les gens qui tirent les ficelles en arrière de l'Église et pas nécessairement l'institution elle-même. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Et on remarquera aussi que Trump n'a pas été été très diligent lors de les funérailles du pape, puisqu'il ne s'est pas habillé en noir, il s'est habillé en bleu, il mâchait de la gomme et regardait son cellulaire. Alors ça, il y a un autre message ici qui est envoyé. These are for your children. Donald Trump did 3 things during the Pope's funeral which have led many to call him a total disgrace for not showing respect during the service for the late Pope Francis. People were originally angry at Trump for wearing a blue suit to the funeral, but now video has come out of him doing 2 further things which have left people hopping mad. During the service, Trump was caught fiddling and playing with his phone. Trump qui jouait avec son cellulaire et puis finalement Trump qui mâchait de la gomme. And chewing gum whilst others were paying attention to the service. Voilà. Donc, essentiellement, c'est ça ici. J'avais d'autres choses là-dessus, mais je vais laisser ça, puisque je suis pas à l'aise avec le sujet. Et puis, mais je pense que l'idée générale que j'ai véhiculée ici, vous l'avez comprise. Une autre mort suspecte, Virginia Giuffre, qui était l'accusatrice du prince Andrew. Le prince Andrew et les réseaux Epstein, donc elle avait été trafiquée, elle accusait le prince Andrew d'avoir été trafiqué. Elle disait qu'elle avait été trafiquée par Jeffrey Epstein et qu'elle avait couché avec le prince Andrew, etc. Et finalement, elle s'en était retirée. Le prince Andrew il y avait eu une entente hors cours. Le prince Andrew avait démissionné de ses fonctions royales et elle avait reçu une compensation financière. Et finalement, on apprend cette semaine qu'elle décède. Virginia Giuffre se serait apparemment suicidée. Et ça, c'est un mois après qu'il y a eu
eu un accident un accident d'autobus. Elle aurait percuté un autobus et elle était à l'article de la mort. Donc, on la voit ici. Elle aurait tweeté à partir de l'hôpital qu'il lui restait 4 jours à vivre. Et finalement, elle s'en était sortie. Et là, on nous dit qu'elle s'est suicidée. Mais tout ça, évidemment, est... alors que, on parle, évidemment, encore une fois, c'est le timing. Tout le monde parle des révélations de Jeffrey Epstein. Mike Flynn qui dit encore une fois qu'on attend, encore une fois, il dit dans une vidéo récente qu'on attend les révélations de Epstein et Diddy, etc. Il continue à mettre de la pression, mais c'est elle qui pourrait, malgré le fait qu'elle a signé une entente en recours avec le prince Andrew, elle aurait pu témoigner sur d'autres aspects de l'opération Epstein. Et là, elle décède, un peu comme le pape. Donc, le timing est intéressant. Virginia Giuffre, plaignante de l'affaire Epstein, s'est suicidée, annonce sa famille. Mais il y a des choses qui sont, encore une fois, que j'ai fouillé le dossier et qui sont un peu bizarres. C'est-à-dire que les blessures qu'on voit ici, quand on la voit à l'hôpital, là, les blessures qu'on voit n'auraient pas, au moins, n'auraient pas toutes été causées par l'accident avec l'autobus. On nous dit notamment que l'accident avec l'autobus était un accident, somme toute, léger. Superficiel. Il y aurait eu seulement 2000 $ de dommages sur la voiture. C'est quoi 2000 $ de dommages sur une voiture? C'est quand tu emboîtes quelqu'un, puis ton capot fait ça comme ça, et puis tu as un phare de cassé. C'est à peu près ça, 2000 $. C'est pas un crash avec carambolage, etc. C'est pas ça du tout. Et donc, son frère, ici, on nous dit dans le Sun, là, l'article du Sun, Can't Stay Silent, son frère nous dit, Robert Giuffre, que les blessures n'ont pas toutes été causées par l'accident d'autobus. Hein? Sky said to people, let's be clear, she never stated in the bus accident the cause of all her other injury. Elle avait d'autres blessures avant l'accident. Elle n'a pas déclaré, lorsqu'elle a eu l'accident d'autobus, elle n'a pas déclaré toutes ses blessures. Elle avait des blessures auparavant qui n'étaient pas liées à l'accident. Et il y a d'autres choses aussi, c'est-à-dire que depuis l'accident, elle devait comparaître devant un tribunal. Giuffre s'est séparée de son mari et de ses enfants cette année, accusée de violation d'une ordonnance de protection contre les violences familiales suite à un incident survenu en février. Elle devait comparaître devant le tribunal en juin à Perth, où vivent son mari et ses enfants dont elle est séparée. Donc, elle est séparée de son mari et ses enfants. Il y a une ordonnance qui l'empêche d'approcher son mari et ses enfants. Et là, elle avait violé cette ordonnance-là. Elle était allée quand même et elle devait apparaître au tribunal. Elle n'avait pas encore plaidé coupable. Une condamnation aurait entraîné une peine maximale de 2 ans de prison, etc. Et donc, c'est dans ce cadre-là, vraiment étrange, que son suicide arrive. Il y a plusieurs possibilités. Est-ce que, genre, encore une fois, on lui a proposé un deal à la Seth Rich ou, dans le genre, on t'exfile, on te sort, on te change d'identité, tu pourras pouvoir témoigner, etc. Ou elle s'est réellement suicidée, encore une fois, c'est pas clair, mais c'est pas aussi net qu'on aurait pu le penser au début en regardant les nouvelles, c'est-à-dire il y a eu un crash d'accident et après ça, elle s'est suicidée après. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Son histoire personnelle est un petit peu plus compliquée que ça. Elle avait des blessures auparavant et elle devait comparaître devant les tribunaux avec une peine potentielle de 2 ans de prison. Châtiment, les juges militants arrêtés par le FBI, ça c'est une autre nouvelle. Arrestation de juges. Donc, Kash Patel qui a arrêté cette semaine 2 juges, des juges militants, on en a parlé dans le web journal la semaine dernière, Rétribution, des juges militants qui protégeaient des migrants illégaux. Il s'agit du juge Cano, ici, juge Juan Cano, qui protégeait des migrants. Vous voyez, donc ici, vous le voyez avec les menottes passées au poignet, arrêté par les services frontaliers. Vous le voyez ici avec des membres de gangs de rue qu'il protégeait chez lui. Il était d'ailleurs en petite culotte. Je n'ai pas la photo où il est en petite culotte, mais cette photo-là ici, on le voit en petite culotte à côté de ce membre de gang de rue. Ce garçon ici, un membre reconnu, je pense que c'est de MS-13 non, c'est Tran de Aruga, un autre gang vénézuélien. Et on le voit ici encore une fois avec les gangs de rue. Les membres de Tran de Aruga
On les voit aussi tirer dans d'autres... on les voit aussi tirer de la mitraillette ou leur passer la mitraillette dans d'autres vidéos, etc. Et donc, c'est des personnes recherchées, des criminels. Et le juge frayait avec des criminels comme ça. Il a été arrêté. Il les cachait en passant. J'ai la misère avec mes mots aujourd'hui. Lui et sa femme cachaient des criminels, de ce membre de gang de rue très violent, Tran des Aruga. Même chose avec la juge Hannah Duggan ici. Hannah Duggan, qui a été arrêtée, vous la voyez ici, alors qu'on lui passe les menottes et qu'on l'amène dans la voiture pour être arrêté, prendre ses empreintes, etc. Vous voyez ici le mugshot de Hannah Duggan, un petit peu moins spectaculaire que celui de Donald Trump. Lorsqu'elle a appris que des agents des services frontaliers étaient dans le tribunal pour arrêter une des personnes qui était devant elle en train de se défendre, elle les a fait sortir par la porte dans l'arrière. Elle a arrêté le procès en cours. Elle a pris l'accusé, qui était accusé de crime, là, et qui était recherché, que les gens du ICE, les services frontaliers, venaient chercher. Elle l'a pris et elle l'a fait sortir par la porte dans l'arrière, et donc violant la loi fédérale, et elle s'est finalement faite elle-même arrêtée. Donc, vous avez Pam Bondi ici qui explique exactement ce qui s'est passé. Le juge apprend que les services frontaliers étaient à l'extérieur pour attraper le gars, car il avait été expulsé en 2013, est revenu dans notre pays, accusé d'avoir commis des crimes. La victime est devant le tribunal, le juge l'apprend. Elle sort dans le couloir, elle hurle sur l'agent d'immigration, elle est furieuse, visiblement secouée, bouleversée. Elle les envoie parler au juge en chef. Elle revient dans la salle d'audience. Vous n'avez pas à le croire. Elle emmène l'accusé et l'avocat de la défense dans son cabinet. Elle les conduit par une porte privée et leur ordonne de partir. Pendant ce temps, le procureur et les victimes des violences conjugales, parce qu'il était accusé de violences conjugales, sont assis dans la salle d'audience, nous dit Pam Bondi, etc. Et donc, des juges qui sont... On voit ça très, 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 très rarement, des juges qui sont accusés comme ça et qui sont à qui on passe les menottes. Ça, c'est, encore une fois, ça, c'est le FBI de Kash Patel. Et encore une fois, pensez en termes de... Ça, c'est la grosse nouvelle aux États-Unis présentement, là. C'est les juges qui se font arrêter. On parlait la semaine dernière de juges militants. Là, les juges qui se font arrêter, ça envoie un message à tout le monde et ça déplace la fenêtre d'Overton sur le respect de la loi et l'imputabilité, même des personnes en position d'influence. Les personnes en position de pouvoir peuvent aussi se faire arrêter, etc. Et donc, pensez jusqu'à l'administration Obama, là, on commence avec des juges pour envoyer le signal et on déplace la fenêtre d'Overton graduellement jusqu'à Barack Obama lui-même. Voilà. OK. Finalement, ça aura été le web journal le plus laborieux. Je n'étais pas à l'aise avec le sujet, mais bon, il fallait que j'en parle. Tu sais, quand on parle de juge militant, et ça ici, ça m'a secoué celui-là. Un enfant doit pouvoir avoir le droit. Un enfant, j'ai de la misère à parler en plus. Un enfant doit pouvoir avoir plus de 2 parents, tranche la Cour supérieure. Ça, ce sont des juges militants qui sont en train de complètement refaire l'humanité, c'est-à-dire qu'ils sont en train de refaire genre au minimum 5000 ans d'histoire avec leur petit jugement personnel. Oui? Et d'où la nécessité d'avoir un pape traditionnaliste qui remet les valeurs puis qui rend ça acceptable. Parce que présentement, il y a un vide. Il y avait un vide avec Bergoglio, le pape François. Et ça, c'était acceptable. Si on a un pape chrétien fort qui dit que c'est pas acceptable et les catholiques se mobilisent, ça va être beaucoup moins facile de passer ce genre de jugement-là absolument absurde. Hein? Donc, on nous dit ici, dans un jugement de 100 pages diffusé vendredi, le juge Andrés C. Garin, on se demande si c'est pas lui-même un militant LGBTQ, là, accorde 12 mois au gouvernement du Québec pour qu'il prépare et adopte un régime de filiation qui ne comporte pas la limite de 2 liens de filiation. Alors lui, ce juge-là a décidé qu'on changeait complètement toute la culture de la civilisation occidentale, en tout cas au moins au Canada, au Québec, en disant qu'on peut avoir plus que 2 parents. La filiation, c'est pas juste 2 parents. Vous comprenez? Il a décidé ça lui-même, là, genre un lundi matin. Qui, à ses yeux, est inconstitutionnel. C'est inconstitutionnel de limiter à 2 parents, qu'un enfant peut juste avoir 2 parents. Imaginez ça, comment ça fonctionne dans la tête de ces gens-là. Et là, après ça, on nous dit, puis là, c'est les cas. Il y a d'abord un trio amoureux formé d'un couple hétérosexuel déjà parent. Ça, c'est les 2 cas qui ont motivé son jugement, là. Un trio amoureux.
un couple hétérosexuel, déjà parent, la femme du couple tombe amoureuse d'une autre femme et un trio amoureux se constitue alors. La dernière venue souhaite être enceinte, l'homme la féconde et tous forment une famille. Et là, c'est les droits, là, tu sais, c'est n'importe quoi éventuellement. C'est comme, tu pourras avoir, on pourra avoir comme 10 parents, puis il n'y a plus, le gars vient de détruire d'un trait de plume, là, avec un jugement du lundi matin, toute la tradition occidentale de filiation, là. Dans le second cas, un couple dont la femme avait subi une chimiothérapie devient d'abord parent grâce à l'apport d'une mère porteuse. Une amie est ensuite mise à contribution pour la naissance d'un autre enfant. Tu sais, c'est comme, finalement, c'est ça, c'est n'importe quoi, là, tu sais. Et quand on parle de juge militant sans s'en est, et quand on parle aussi dans ce web journal-ci de l'importance de rétablir les valeurs, l'hétéronormativité, etc., c'est tout lié à ça. Et donc, ici, on a encore une fois, donc, en plus de sa volonté de, comment je pourrais dire, son souhait de voir un pape traditionnaliste revenir, arriver à l'avant-scène, Mike Flynn continue à taper sur le clou de la trahison. On en parlait encore une fois dans le dernier web journal. Comey le savait, Brennan le savait, Clapper le savait, Barack Obama le savait, Joe Biden le savait, Susan Rice le savait, Sally Yates le savait, McCabe le savait, etc. Ils ont tous menti et ont tous été engagés dans une conspiration pour miner la présidence de Donald Trump, d'un président en fonction des États-Unis. Et là, demande des arrestations, etc. Il parle aussi, il nous donne un autre... à part le cardinal Sarah, un autre cardinal traditionnaliste qui parle de l'immigration de masse et de l'invasion islamique de l'Europe. Mike Flynn qui retweet ça, etc., etc. On a ici Catherine Herridge dans les nouvelles Varia, pour finir avec ça. Là, Catherine Herridge qui... j'en ai parlé à quelques reprises, Catherine Herridge, qui est une journaliste sans tâche, une vraie journaliste, qui parle d'armes à énergie dirigée, finalement. Est-ce que je l'ai, Catherine Herridge, ici? Je pense que je ne l'ai pas. Je l'ai à quelque part. En tout cas, je la mettrai sur Telegram. Là, elle s'entretient avec quelqu'un et qui valide la réalité des armes à énergie dirigée. Est-ce que je le fais jouer ici? Oui, voilà. Attendez un instant. Parce que c'est important. On en parlait lors de Maui, des armes à énergie dirigée, et là, elle valide tout ça. Donald Trump did 3 things during the Pope's funeral which Are directed energy weapons real? Without doubt. Have directed energy weapons been used against U.S. government personnel? Absolutely. Donc, est-ce que les armes à énergie dirigée sont réelles? Le gars, il dit oui. Est-ce que les armes à énergie dirigée ont été utilisées contre du personnel américain? On pense notamment à l'ambassade à Cuba, l'ambassade américaine à Cuba, à La Havane, etc. These are weapons of maximum disruption. Mike, you did counterintelligence work for the U.S. government. You dealt with highly classified information. We walked in on an operation that the hostile country was doing. So you were attacked by a hostile intelligence service. Et donc, ça, c'est Catherine Herridge, c'est mainstream, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle en parle, c'est plus de la conspiration. C'est une journaliste accréditée de CBS, elle a une carrière sans tâche et elle prend toujours des positions elle valide les armes à énergie dirigée. Il y a aussi pour ceux qui, encore une fois, dans la lignée de Mike Flynn ici, qui revient sur la trahison et les arrestations, Steve Bannon, qui a reçu l'avocat et membre du Sénat, employé du Sénat, Mike Davis, sur justement les arrestations. Il dit, dans son entrevue avec Steve Bannon, il dit c'est pas parce qu'on voit rien qu'il n'y a rien qui se passe. Et je vous montre l'interview. Had several meetings at the Trump Justice Department. I've met with the Attorney General, Pam Bondi, the Deputy Attorney General, Todd Blanche, the acting number... Donc, il y a eu des rencontres au département de la justice. Il a rencontré Pam Bondi et d'autres membres du département de la justice. 3, Chad Mizell, and the incoming number 3, Stanley Woodward. And I want to reassure the War Room posse that they are very much on top of what's happening in our country, right? And just because you're not seeing
criminal indictments right now does not mean they're not coming. They are very much incoming. Et donc, c'est pas parce qu'on ne voit pas d'accusation ou de mise en accusation ou d'arrestation présentement qu'elles ne sont pas sur le point d'arriver. Il dit, j'ai rencontré Pam Bondi, j'ai vu tout le monde, j'ai vu les dossiers au département de la justice et ça va dans le sens de ce que j'expliquais la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a un timing pour tout ça et les choses sont en train d'être préparées, ça va être sorti au moment opportun. Et encore une fois, regardez les gens qui se mouillent là-dessus, les gens qui le demandent, Mike Flynn qui continue à taper sur le clou, etc., ça va arriver, n'ayez pas peur. Et il n'y a aucune raison de faire ce genre de sortie-là si c'était pour décevoir les gens. Okay, voilà. Et finalement, on va terminer avec ça ici. La Réserve fédérale qui, rappelez-vous, dans les dernières semaines, il y avait eu cette rixe entre Trump et, je pense, c'est Jérôme Powell, le chef de la Réserve fédérale. Trump qui disait Jérôme Powell est toujours lent à agir, se plaignait, pensait même le remplacer. Puis là, finalement, il y avait cette espèce de chicane entre Trump et Jérôme Powell. Et finalement, la Fed finalement, Trump qui dit OK, je ne le remplacerai pas. Et la Fed qui assouplit sa position sur les crypto-monnaies. La Fed qui dit ici, la Réserve fédérale annonce qu'elle retire ses lignes directrices pour les banques relatives à la crypto-monnaie. Et donc, parce que si vous êtes un peu dans la crypto-monnaie, donc vous savez que c'est très difficile de transiger de la crypto-monnaie avec votre banque. De transférer, par exemple, de votre banque, transférer de l'argent de votre banque à des comptes comme Binance ou Coinbase pour après ça transiger de la crypto-monnaie. C'est très difficile. Les banques ne veulent pas, les cartes de crédit ne veulent pas, c'est bloqué. C'est très difficile des fois de sortir de l'argent de vos comptes pour l'envoyer dans la crypto. Parce que les banques ont reçu des directives à l'effet de ne pas transiger avec ces institutions-là, avec Binance, etc. Et tout ça vient de la Fed, finalement. Et la Fed, maintenant, qui assouplit encore, qui va dans le sens de ce que l'administration Trump souhaite et qui assouplit son régime très strict sur la crypto-monnaie. Donc, elle ne recommandera plus de bloquer ou de mettre des règlements, ériger des murs entre les banques et la crypto-monnaie, etc. Tout ça tombe, mais ce qui va permettre des fonds d'être transférés dans la crypto-monnaie, des fonds du dollar fiat, là, d'être transférés des comptes en banque vers la crypto-monnaie. Ça facilite, encore une fois, l'expansion de la crypto-monnaie. Ça, c'est une perte d'influence des banques. Moi, je peux partir un coin Radio-Québec. Je pourrais partir un dollar Radio-Québec, là, le Radio-Québec coin, la pièce de monnaie Radio-Québec, avec, il y a comme des règlements. Il faudrait que je mette comme un montant initial, puis ça vaut ça, puis je pourrais transiger des coins Radio-Québec. Je peux créer, avec la crypto-monnaie, on peut créer notre propre monnaie. Il y a des règlements pour ça, c'est un petit peu compliqué, là, mais et donc, ce que Trump fait, c'est qu'il empêche maintenant, ou il fait en sorte que la Réserve fédérale ne s'objecte plus à ce genre de pratique. Vous comprenez? Et ce qui fait exploser la crypto-monnaie, etc. Et ça, ça va vers une diminution du pouvoir des banques centrales, encore une fois. Ça n'arrête pas la création d'une réserve fédérale, une réserve stratégique américaine de Bitcoin, l'explosion de la crypto-monnaie, etc. Ça contourne le contrôle financier des banques sur l'économie américaine. OK? Donc, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Voilà. Donc, est-ce que j'avais autre chose? J'ai sauté une partie du web journal parce que je n'étais juste pas à l'aise, là. On va laisser ça ici. Ça aurait été un web journal un petit peu plus court que d'habitude. On vous rappelle, c'est ça encore une fois, c'est peut-être le mauvais moment de le faire, mais qu'on est en campagne de financement pour le mois d'avril 2025, et vous savez comment nous aider, comment nous donner cette capacité de faire de la recherche, de réfléchir, etc., et de produire des webjournaux gratuitement pour tout le monde. Il y a par la poste, Alex Cossette-Trudel, casier postal 3207, Saint-André, Montréal, Québec, H2L4Y5. On laisse les références généralement par transfert Interac, PayPal, Bitcoin, etc., etc., et aussi par carte. C'est la façon de nous aider afin qu'on puisse continuer à opérer Radio-Québec, même si on a des webjournaux laborieux comme celui d'aujourd'hui.
je sais pas, ça arrive des fois, il y en a un comme ça une fois de temps en temps. C'est sommeil plus nervosité sur un sujet particulier, plus ça donne ça. OK. Lorsqu'on a fait notre web journal 17 millions, on vous disait que Denis Rancourt était revenu finalement sur son chiffre 17 millions, puis disait qu'il y en avait seulement la moitié qui avait été, qui était finalement décédé du vaccin. Rappelez-vous ça? Là, il y a beaucoup de personnes qui nous ont écrit pour nous dire que mais on ne comptait pas les vaccinés dans les 2 premières semaines. Les 2 premières semaines ne comptaient pas comme vaccinés dans les chiffres officiels du gouvernement. Et donc, ça avait l'air que Denis Rancourt ne savait pas ce dont il parlait quand il parlait comme ça. Et j'ai donc fait le suivi et j'ai demandé à Julie Lévesque de contacter Denis Rancourt pour savoir s'il avait pris en compte. J'ai répondu sur Twitter que c'était certain qu'il avait pris en compte et que les données qui étaient utilisées par Denis Rancourt, ce n'étaient pas les données gouvernementales de la santé publique, le genre 2 semaines, on ne comptera pas, etc. C'est au moment de la mort, avait-il reçu un vaccin ou non? C'est pas on compte pas, etc. Et donc, elle lui a écrit et il m'a envoyé la réponse finalement. Et c'est oui, il l'a pris en compte. Ces directives du gouvernement et il maintient son chiffre. Là. Bien sûr que j'ai pris en compte cet aspect. In the data that I consider and use, this is not an issue whatsoever. C'est à la fin de la vie. Là. Avait-il, oui ou non, reçu un vaccin? These questions arise from misconception and misunderstanding about how some government reported, interpreted data. I always go to the raw data. Je vais toujours vers les données brutes, pas les affirmations gouvernementales. Yes, vaccination dates and histories are known in the mortality data that I use for this purpose. Et donc, il confirme qu'il avait bien tenu en compte le fait que le gouvernement ne calculait pas les vaccinés dans les 2 premières semaines, les morts, dans les 2 premières semaines, on n'était pas considérés comme vaccinés. Mais c'est ça, ces données n'utilisaient pas cette tromperie gouvernementale. Et donc, il maintient son chiffre. Et donc, selon lui, ce n'est pas 17 millions, c'est 8,5. Et c'est la moitié de ça. Voilà. D'autres personnes qui m'ont dit, on m'a beaucoup demandé, il y a comme 3-4 web journaux, j'avais parlé d'une espèce de produit que j'utilisais, là, du bleu de méthylène sur le visage. Ils m'ont demandé où est-ce que tu peux trouver ça. C'est ça ici, c'est la compagnie Renew by Science. Renew by Science. Si vous tapez Renew by Science sur Google, vous allez tomber sur le site. Ils ont plein de suppléments, ils ont plein de trucs intéressants, dont cette espèce de sérum bleu de méthylène pour rajeunir la peau. Et il y a un autre truc que j'ai trouvé super intéressant pour la peau, qui est un truc naturel, c'est coréen. Solwashu, ici, c'est une marque haut de gamme coréenne qui utilise... ça fait bizarre de parler de ça dans les web journaux, mais on est à la fin, là. Qui utilise... les principes de la médecine traditionnelle chinoise et l'utilisation notamment du ginseng et de certains composés dans le ginseng, mais comme, comment je pourrais dire, donc c'est la médecine traditionnelle chinoise, mais qui est... on l'a fait passer dans des standards de laboratoire modernes. C'est-à-dire, par exemple, dans le ginseng, il y a comme un extrait, il y a une composante particulière du ginseng qui est bon pour la peau, comme par exemple raffermir la peau, etc. Et donc, c'est cet extrait-là qu'on va chercher, puis qu'on va multiplier, puis duquel on va augmenter le potentiel et qu'on va mettre dans les crèmes à très haute concentration. Donc, c'est ça. Au lieu de se mettre de la poudre de ginseng sur la face, ou des espèces il faut maximiser ça. Puis, en tout cas, Solwashu, c'est ça. C'est traditionnel, c'est coréen, c'est très bien. Et on vous rappelle aussi qu'il y a le spectacle de Gilles Belle-Rose. Dans 4 semaines, encore une fois, on a encore le temps de se procurer les billets, mais Gilles Belle-Rose, qui est en spectacle à la scène, la salle Le Bourgneuf. Vous savez comment le faire. J'ai laissé les références en dessous dans les commentaires, donc se procurer les billets. Show d'humour, le gars nous fait toujours rire, il fait nos bye ciao à la fin de l'année, et puis il y a énormément de talent. Voilà. Alors, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Je m'excuse, c'est ça, le stress du web journal. Non, les gens disent, les gens sont tellement... vous ne pouvez pas dire qu'Alexis était au top comme d'habitude aujourd'hui. Si aujourd'hui, si vous dites ça, là, aujourd'hui, Alexis était au top, ça ne veut rien dire finalement. Il faut qu'il y en ait des pas bons pour qu'il y en ait des meilleurs. Et aujourd'hui, c'était un des moins bons.
Mais en tout cas, même si j'ai mâché mes mots, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça des fois. Si je commence stressé, c'est comme si j'ai comme pas de vision synoptique de mon propre web journal. Pour que ce soit bon, pour que je sois capable de rendre la marchandise, livrer la marchandise, il faut que j'aie comme une vision synoptique de mon web journal, que je garde en tête tous les éléments du début jusqu'à la fin, puis que je navigue là-dedans comme généralement quand c'est comme ça va bien, mais pour y arriver, il faut que je sois calme. Quand je suis stressé, c'est comme quand on accélère avec une moto sur l'autoroute, là, l'horizon se rétrécit, puis on voit juste la ligne blanche dans le milieu. Ben c'est ça, c'est comme le stress, c'est ça que ça fait. Puis là, j'ai de la misère à finir mes phrases parce que je vois même pas, j'ai pas une vue d'ensemble de mon web journal, je vois même pas ma prochaine phrase, là, exactement quand je vais construire ma prochaine phrase, puis je déparle. Pourquoi je ne parle pas de Rainer Fulmich? Je ne sais pas vraiment, parce que j'ai été déçu pas mal de Rainer Fulmich. Il nous a embarqué dans une histoire, en fait, je sais que ça va être bizarre ce que je dis là, il nous a embarqué dans une histoire de tribunal, de Nuremberg 2.0, de tribunal international, alors qu'il n'y avait aucune base juridique pour ces affaires. Moi, au début, j'ai publié, là, ça avait l'air intéressant. Wow! Puis après, tu réfléchis, j'ai pu parler de lui rapidement. Tu réfléchis, tu dis, ça repose sur quoi ces affaires? Le droit, c'est quelque chose de national. Comment il va faire sur quelle base juridique il opère? Il opérait sur aucune base juridique. Pour qu'il y ait un tribunal international, il aurait fallu que les États collaborent et envoient leurs ministres et leur premier ministre à Rainer Fulmich. Or, ça ne se serait jamais passé. Je veux dire, il nous a envoyé dans un cul-de-sac essentiellement. Fait que je ne sais pas, je n'ai pas suivi son dossier, donc j'en parle pas parce que je ne le suis pas, parce que j'ai décroché, parce qu'il nous a amené un peu dans un cul-de-sac juridique. Fait que c'est... OK? Voilà. Sulwashu, et puis ça, les deux fonctionnent de façon synergétique. J'ai demandé à Grok si ça fonctionnait, les deux fonctionnaient ensemble, et les deux fonctionnent bien ensemble, en fait. Parce que vous pouvez poser ce genre de questions-là. Je vais peut-être finir là-dessus, genre, ou bien je le garderai, étant donné que je ne suis pas en forme, je préfère garder mes sujets pour une autre fois. C'est peut-être mieux comme ça. Juste comme ça, c'est pas me diminuer, il faut juste réaliser comme quand il y en a des bons et des moins bons. C'est pas une affaire de se diminuer, là, c'est comme ça. Ça fait depuis que j'ai parlé, étant donné qu'on a du temps, là, puis on est à la fin du web journal, puis je suis supposé décompresser un peu. Depuis que j'ai parlé de l'intelligence artificielle, un peu, j'ai fait un web journal, je pense, au début du mois de février, j'ai parlé de l'intelligence artificielle, j'ai utilisé massivement Grok, massivement. Et finalement, c'est un outil extrêmement utile. Hein? C'est un outil qui sauve du temps et décuple l'intelligence de l'être humain. C'est pas juste, Elon Musk qui dit Grok apprend, les humains sont en train de supercharger une intelligence. Oui, c'est possible, mais ça aussi, ça augmente l'intelligence humaine. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'aurais dû avoir des images, c'est toujours plus pratique quand on a des images, là. Mais par exemple, mettons comme le stade 1, c'est quelqu'un qui apprend à lire puis qui a un livre. Il a un livre de chevet, puis il apprend à lire, puis c'est comme... et là, il a comme accès à un peu d'informations, mais ça change sa vision du monde. Puis il a pris son 3 mois pour lire le livre péniblement et il a appris certaines choses. Le reste, il l'apprend en regardant le soleil se lever, les fleurs pousser, etc. Après ça, le niveau 2, c'est tu prends ce livre-là, puis tu as accès à une bibliothèque. Tu vois? Puis là, tu as accès à beaucoup de livres. Puis là, c'est comme là, tu peux passer beaucoup de temps à lire. Tu vois? Et tu peux donc décupler ta connaissance. Tu passes de rien à un livre, à une bibliothèque, et là, tu décuples ta connaissance. Sauf qu'une bibliothèque, tu dois, moi je sais, dans ton doctorat, là, quand tu cherches un sujet, mettons Freud, telle chose, le lien entre Freud et Schopenhauer, tu vas dans la section psychanalyse, Freud, puis là tu cherches, là, puis là tu prends comme, tu t'en vas avec 5, 6, 7 livres, là, tu t'en vas t'asseoir sur la table, puis là tu cherches des références, des liens, tu regardes les... puis là ça prend du temps, tu vois, tu passes la journée là pour essayer de trouver une phrase, où ça met littéralement...
Ça m'est littéralement arrivé. Je voulais trouver la phrase où est-ce que Freud admettait qu'il tirait ses idées essentielles de Schopenhauer. Et je l'ai trouvé finalement dans sa correspondance personnelle. Ça m'a pris genre une journée à la bibliothèque de le trouver. OK? Fait que là, tu reviens, tu remets les livres dans les trucs, et puis ou bien tu les laisses sur la table, et puis, tu vois. Et donc, la bibliothèque augmente je lis en anglais, le processing speed, là, tu vois, la rapidité à laquelle tu peux arriver à tes conclusions, tu sais. Maintenant, ça, c'est donc niveau 1, niveau 2, puis là, je veux juste vous montrer un peu ce que ça donne. L'intelligence artificielle, c'est... Puis là, après ça, on a eu Google. Ouais. Là, Google, on pouvait taper par mots-clés, puis les références nous tombaient dans la face. Tu vois, donc, Freud, Schopenhauer, puis là, tu as comme une liste. Google, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Et là, quand on est passé de la bibliothèque à Google, la rapidité de l'acquisition de la connaissance a augmenté, non? Ça, c'est comme... Je suis capable de faire des web journaux en quelques jours parce que tu fais de la recherche. Si tu sais comment faire de la recherche avec des mots-clés sur Google ou d'autres moteurs de recherche, etc., ça va extrêmement rapidement. Tu peux lire genre 3 articles, puis après ça, tu retapes un autre mot-clé, etc. Et donc, tu n'as plus besoin de te rendre physiquement à la bibliothèque, tirer le livre, ouvrir, passer chacune des pages. Tu as comme... Google te l'amène dans la face avec le listing, etc. Comprenez-vous un peu, tu passes d'un livre, le niveau 1, le niveau 2, la bibliothèque, après ça, tu passes à Google. Bien, l'intelligence artificielle, c'est comme le 4e niveau où est-ce que il t'amène toutes les études, toutes les conclusions, tout ce dont tu as besoin en quelques clics. C'est-à-dire, et tu peux discuter avec lui. Non, mais as-tu oublié ça, etc. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peux-tu préciser telle chose? Puis, c'était comme en discussion. C'est comme si tu étais en discussion avec Google, un Google personnel. Et ça accélère l'acquisition de connaissances de façon exponentielle. Tu peux poser n'importe quelle question sur n'importe quelle santé, cosmétique, sport, mécanique automobile, et c'est comme si, au lieu de, tu sais, quand tu veux te lancer en mécanique automobile, là, tu viens d'acheter une vieille Corvette 1972, je sais pas, et là, tu t'en vas à la bibliothèque, tu prends le livre Corvette, les moteurs, là, tu as tout plein de trucs, genre compliqués à apprendre à la bibliothèque, puis tu es encore une fois avec tes gros livres comme ça, tu t'envoies à ton bureau, puis tu en as pour des semaines à apprendre. Ben, là, c'est plus comme ça. Avec Google, ça accélère le processus. Puis là, tu pourrais juste avoir ton cell ou ton ordinateur, puis discuter, ou ton robot Optimus, puis discuter, qu'est-ce que je fais là, puis il te donne toutes les informations nécessaires parce que si, puis tu es dans un processus de discussion avec Google, il n'y a pas de processus de discussion. C'est froid, tandis qu'avec Grok, c'est comme... il te recommande des choses, il amène des choses auxquelles tu n'as pas pensé, puis là, tu te dis, ouais, mais j'ai vu telle chose. Oui, merci de le préciser, puis là, il te donne une analyse. Fait que ce que je veux dire, c'est que ça décuple l'acquisition, la rapidité d'acquisition de la connaissance. 1 an avec Grok, c'est comme 5 ans avec Google, et c'est comme 20 ans dans une bibliothèque. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'on dit que ça s'accélère. C'est bon pour les humains aussi. On devient si vous êtes capable de bien utiliser l'intelligence artificielle, vous pouvez rapidement devenir un génie. C'est ça que je veux dire. Non, moi, j'ai Grok. Mon fils a ChatGTP. Il paye pour ChatGTP. Moi, j'ai Grok. Les deux ont des avantages et des défauts. Mais il ne faut pas croire que c'est un outil incroyable pour nous. Tu sais, genre... oui, sur toutes les questions de santé, les questions de, n'importe quoi, de politique, de ci, de ça, ça va toujours mieux quand vous connaissez le sujet un peu, là. Mais même si vous ne connaissez pas le sujet, au lieu de vous taper tous les sites sur Google sans savoir exactement, lui vous amène tout ce dont vous avez besoin en une synthèse. Puis Grok vous fait des synthèses, puis il donne les études, donne les titres, des dates, les trucs comme ça. Et tu sais... As-tu des études qui montrent ce que tu dis, puis là, il va sortir telle étude, 2019, 2014, puis là, tu peux cliquer sur le lien, puis il t'amène au lien. Tu sais, Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que l'analogie est correcte, là, tu sais, le niveau 1, où est-ce que tu acquiers un livre ou 2,
Puis là, ta connaissance, ça ouvre des portes. Après ça, tu tombes sur la bibliothèque, mais c'est fastidieux, une bibliothèque. Après ça, tu passes à Google. Puis après ça, finalement, tu passes à l'intelligence artificielle, Grok. Et éventuellement, l'interface va être super facile. C'est-à-dire que tu vas avoir peut-être tu vas être en conversation constante. Puis c'est pour ça que je ne peux même pas imaginer la recherche, à quel point ça doit être utile pour la recherche de trouver des nouveaux procédés de construction, des nouveaux matériaux qui n'ont jamais été inventés, des combinaisons de molécules, ça décuple le potentiel humain. Et en ce qui concerne les peurs pour l'intelligence artificielle, il faudra toujours nous montrer en quoi elle remplace, par exemple, le Forum économique mondial est beaucoup plus dangereux pour la démocratie que l'intelligence artificielle. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est un outil neutre, tandis que le Forum économique mondial a une volonté de transformer nos vies. Une volonté de transformer nos vies. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle par elle-même ne remplacera jamais nos politiciens élus. Ce qui est dangereux, c'est qu'on ait des politiciens corrompus. Tant qu'on est capable d'avoir des démocraties fonctionnelles où on est capable de dire non à des choses, puis à voter, etc., sans qu'il y ait de fraude, de faux sondages, etc., il est là le problème. Il est avec les faux sondages, il est avec la fraude et la corruption de nos sociétés. Ça, c'est un danger imminent, c'est un couteau sur la gorge. Pour que l'intelligence artificielle soit dangereuse, il faudrait qu'elle remplace le processus démocratique. Tant que le processus démocratique nous garantit nos droits puis que notre volonté politique soit appliquée. Oui, il y a évidemment des choses dans le genre, ils vont vous donner la version officielle sur la Lune, etc. Mais amusez-vous, amusez-vous de l'alunissage, là. Mais amusez-vous, c'est vraiment utile. C'est vraiment... on tombe là-dedans. Moi, quand j'étais petit, c'était les Legos. Quand je tombais dans les Legos, là, je partais toute la journée. Je me construisais des affaires. J'étais comme dans mon monde. Moi, c'était pas la télévision. Ma mère, elle pouvait me laisser dans la salle avec les Legos. Et puis là, j'étais parti dans mon monde. Là, c'est ça qui se passe avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, je marche sur la rue, puis littéralement, je suis en train d'interroger Grok. Quand ça devient trop chaud, je m'assois, puis je finis le truc, la conversation. Oui, mais non. Puis tu augmentes tes connaissances. Tu augmentes tes connaissances, tu augmentes tes connaissances, tu augmentes tes connaissances. Voilà. OK? Voilà, alors j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire avec dans ce web journal laborieux. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du web journal de Radio-Québec. C'est ça? OK. Soyez pas trop indulgents. Admettez-le dans les commentaires que c'était un mauvais web journal. Dites pas comme top, comme d'habitude. OK, ciao. On finit sur une note de bonne humeur. Bye. Ciao.